J'ai cherché, à partir de 1986, une fonction, sur un territoire qui me permettait de travailler avec les gens qui travaillent sur ce territoire pour l'améliorer. Et par hasard, donc, j'ai été embauché en 1989 par à l'époque l'Office public d'habitat de Villeurbanne, qui était présidé par Charles Hernu, pour pouvoir régler les problèmes graves que l'Office public d'habitat rencontrait à Vaux-en-Velin, puisqu'on avait une vacance de logement sur 1600 logements de presque 20 à 25% des logements, donc des déficits énormes, et qu'on n'était pas du tout en phase avec la ville de Vaux-en-Velin. Et c'était même la bagarre pour des conneries du genre moi je veux peindre l'immeuble en jaune, moi je suis pas d'accord, enfin, etc. Donc je suis arrivé avec deux missions: essayer de résoudre le déficit chronique de la vacance, et auquel j'ai rajouté une autre mission, mais il fallait que je puisse faire de la ville, c'est-à-dire participer au développement de la ville. Ce qui fait que dès 1989, j'ai travaillé avec les personnels qui étaient sur place, c'est-à-dire que dans la misère où était à l'époque Vaux-en-Velin, puisque c'était la veille de l'explosion d'octobre 1990, dans la misère où était Vaux-en-Velin, le seul intérêt qu'avait l'Office public d'HLM de Villeurbanne à l'époque, c'est qu'il avait des gardiens logés sur place et qui, coûte que coûte, malgré les difficultés qu'ils pouvaient trouver dans le fonctionnement courant, réussissait à, quelque part, avoir quand même un contact avec les locataires, être reconnu, en gros, être dans la misère avec ceux qui étaient dans la misère, quoi. Et j'ai surfé sur ce phénomène en les reliant les uns avec les autres. Et dès 1990, c'est-à-dire dès les événements difficiles du Mas du Taureau, je les ai rassemblés, je les ai réunis à chaque fois qu'il y avait des gros problèmes, c'est-à-dire 90, 93, 94, pour qu'on discute ensemble de comment on faisait face. Et comment on faisait face, c'était des choses assez simples, du genre, on rentre les poubelles, on essaye de se rendre service s'il y a besoin, si quelqu'un est vraiment dans une grande difficulté. On se tient au courant, voilà. Et puis surtout, on abandonne la bouteille, parce qu'à l'époque, la bouteille était courante dans les loges, au profit du champagne, pour fêter de temps en temps des événements, mais pas tous les jours, et au profit de boire un café ensemble. Donc on a changé les comportements, on a changé les manières d'être, donc avec deux enjeux: devenir professionnel et être mieux dans sa peau. Donc c'est ce qui nous a permis d'avancer, et donc entre 1990 et 1998, de pouvoir commencer à récupérer une zone extrêmement difficile, de mettre en place un partenariat avec la ville, avec le Grand Lyon, puisqu'il y avait déjà l'amorce de ce qui s'est appelé les opérations d'environnement urbain. Dans ce cadre de politique de la ville, on a commencé à travailler tous ensemble, avec en gros deux types de partenaires: les partenaires opérationnels, ville, Grand Lyon, etc., et les partenaires chercheurs, parce que j'avais beaucoup, moi, travaillé avec les chercheurs dans la ville d'Oulin, et j'ai continué à travailler avec des chercheurs, c'est-à-dire Trajectoire, EOS, Habitat Territoire Conseil, le CREPA, etc. Donc tous les cabinets spécialisés de l'urbain, et qui essayaient de regarder comment pouvaient mieux fonctionner ces quartiers, tant au niveau de ceux qui font de la proximité que de la structuration urbaine nécessaire à remettre en place. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pu développer petit à petit, sur une base préexistante, c'est-à-dire le fait que les gardiens étaient sur terrain, qu'ils étaient intelligents, qu'ils étaient débrouillards, qu'ils savaient se démerder dans les situations les plus difficiles, qu'on a commencé donc à quelque part à surfer sur leur savoir-faire et leur savoir-être, puisqu'ils savaient vivre dans des situations difficiles. Et on a pu, au bout d'une dizaine d'années, c'est-à-dire en 1998, sur un territoire où il y avait 14 bailleurs différents, quelquefois à 10 mètres les uns des autres, mais fonctionnant de manière très différente, on a pu prendre des décisions collectives
à partir d'une association syndicale des propriétaires pour mieux gérer les territoires, puisque les territoires étaient extrêmement mal gérés. C'est-à-dire, par exemple, on ne savait pas comment ramasser les papiers tous ensemble, on ne savait pas comment entretenir l'éclairage, on ne savait pas comment bien nettoyer les espaces verts et les rendre un peu plus intéressants. Donc, on a pu décider de mieux gérer ensemble, donc de modifier la gestion, notamment sur deux aspects, la propreté et la sécurité. Et puis commencer à avoir des stratégies collectives en face de la stratégie des pouvoirs publics qui voulaient rénover l'urbain, de manière à se dire, bon, ben, à partir du moment où les pouvoirs publics décident de renouveler l'urbain, il faut que nous, on ait notre propre stratégie pour le renouveler. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, au lieu d'être 7 dans un quartier de 1500 logements, on n'est plus que 3 parce que ce sera plus facile à gérer? Est-ce qu'on sollicite le fait de pouvoir refaire de la ville vivable? Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut démolir tel immeuble pour pouvoir faire passer une rue. Donc, au lieu de pouvoir laisser à l'abandon ces zones parce que personne n'était capable de les gérer, donc les redessiner de manière à les résidentialiser, c'est-à-dire à faire en sorte que ceux qui habitaient, qui investissaient correctement leurs appartements, mais les escaliers, les ascenseurs, les espaces, etc., ne leur appartenaient pas, donc ils n'étaient pas collectivement responsables de l'ensemble des espaces autres que les appartements. Ce qui faisait que on avait un mal fou à gérer l'ensemble des espaces. Donc on a pu travailler sur l'aspect propreté, travailler sur l'aspect sécurité et travailler sur une réflexion sur le foncier et le construit de manière à avoir des idées en face, des idées amenées par les différents pouvoirs publics, que ce soit l'agglomération, la ville, l'État ou des structures collectives telles que le grand projet d'urbain et le grand projet de ville. Donc tout ça nous a amené petit à petit à mettre en place le centre de ressources du personnel de proximité dès 1998, c'est-à-dire de former les gardiens, puisque tout le monde s'est dit, bah oui, effectivement, si on ne travaille pas sur la proximité la plus évidente, on ne pourra pas avancer. On a créé donc une école de formation des gardiens, qui est la unique en France, à partir de 1998. Et on a formé, je ne sais plus combien de promotions de gardiens. En gros, on a formé 90 gardiens de Vaux-en-Velin avant de passer cette école au niveau régional avec l'ARA. Elle s'appelle maintenant Éclore, de manière à pouvoir continuer à former les gardiens de l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Donc, former les gardiens sur deux thématiques, savoir-faire, savoir-être, avec des intervenants de très haut niveau qui leur ont permis petit à petit de réfléchir à l'ensemble des pratiques, de leurs propres pratiques et à l'ensemble des pratiques auxquelles ils étaient confrontés dans les immeubles. Faut-il loger les gardiens ou pas loger les gardiens ? Parce que certains propriétaires disaient déjà ils sont dans une difficulté professionnelle en semaine, si en plus on les oblige à être sur le terrain la nuit, le week-end, les vacances, etc., on est vraiment quelque part, entre parenthèses, des employeurs un peu dégueulasses. Et nous, on a toujours défendu l'idée inverse, qui est de dire que dans ces quartiers, si les gardiens également, après les autres fonctionnaires, les flics, les instituteurs, les employés municipaux désertent ces quartiers, eh bien malheureusement, on n'a plus aucun tiers intercesseur qui permet de réfléchir à comment ils vivent journellement et comment faire pour mieux les faire vivre. Donc on a maintenu cette position tout en développant toute une stratégie pour qu'ils puissent choisir leur logement, qu'ils aient une indemnité de résidence et qu'ils puissent déménager si la situation ne leur convenait plus. La composante j'habite est une composante indispensable, à condition qu'ils aient des garanties liées à ce logement. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne vais plus jamais rencontrer un responsable d'immeuble chez lui. Son logement est sacré. C'est chez lui, c'est pas le lieu de travail. Il peut être dérangé chez lui dans le cadre des horaires de travail.
mais il peut pas être dérangé, enfin, sauf, bon, urgence, incendie, suicide, enfin, etc. Mais on peut pas le déranger chez lui. C'est-à-dire que s'il répond pas, il répond pas. C'est lui, c'est le pontife de l'immeuble. C'est lui qui fait le lien entre tout ce qui se passe, quoi. Un responsable d'immeuble, c'est une personne de 35 ans, au moins, plutôt féminin aujourd'hui, qui a envie de gagner sa vie, de ne pas avoir de déplacement professionnel très important, et de pouvoir être très présent avec ses enfants tout en ayant un boulot. Donc, jusqu'à 40, 45 ans, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un autre métier parce qu'ils sont bien, en fait, bien chez eux et bien dans son métier. Alors, la première évolution de carrière, c'est de leur permettre un parcours professionnel dans le parc. La deuxième évolution, c'est de pouvoir aller chez d'autres bailleurs pour faire part de leur expérience et avoir de l'expertise. C'est aussi de devenir des tuteurs, hein, les meilleurs d'entre les responsables d'immeubles chez nous, tutorent soit les remplaçants, soit les nouveaux. Et donc, de ce fait, ont des gratifications salariales correspondantes. Et certains arrivent à passer au niveau au-dessus, qui est actuellement le niveau responsable de secteur. Aujourd'hui, nous n'avons aucune difficulté à trouver des responsables d'immeubles, parce que c'est les titulaires, quand il y a besoin d'un nouveau, qui vont chercher le bon profil pour continuer à qualifier leur métier. Donc on n'a aucun problème à trouver des bons responsables d'immeubles, parce qu'il y a plein de personnes adultes dans les quartiers qui ont envie d'investir dans les quartiers, d'avoir des responsabilités, de devenir faire partie de la colonne vertébrale du quartier. En même temps, on était sur deux thématiques très claires, c'est les lieux et les liens. Qualifier les lieux, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on constate que naturellement, quasiment 100% des habitants, quelle que soit l'origine, quelle que soit leurs difficultés, ont envie de qualifier leur appartement, il faut les amener petit à petit à avoir envie de qualifier les parties communes. Et qualifier les parties communes, on en a envie quand on arrive à développer un sentiment collectif de bien-être sur ces parties communes. Et ce sentiment collectif, il existe aussi grâce à la peinture, à la beauté, à la qualité des sols, des murs, etc. Bon, les deux aspects, qualifier les lieux, qualifier les liens, nous ont amené petit à petit à réfléchir sur comment on pouvait faire en sorte que les liens se développent. Et les liens qui se développent, c'est surtout sur l'extérieur. Donc sur l'extérieur, il y a plusieurs motifs. Il y a la voiture, qui est l'élément essentiel, et il faut protéger la voiture. Donc on a protégé les voitures très tôt par des systèmes assez simples, c'est-à-dire tracer les parkings. Donc en traçant les parkings et en les numérotant, ça permet de les sécuriser de manière naturelle, donc c'est pas cher. Deuxième aspect, les espaces verts, donc faire en sorte que les espaces verts ne soient pas que verts, mais une forme qui permette à chacun de se dire bah oui, ça c'est mieux que la simple pelouse. Les accès poubelles, puisque là c'est une grosse problématique dans tous ces territoires, et de faire en sorte qu'on puisse gérer correctement les ordures ménagères, et notamment qu'on ne soit pas soumis à la tyrannie des éboueurs qui se dépêchent de ne pas ramasser dès qu'il y a un petit obstacle qui leur permet de ne pas répondre à leurs règles du fini parti. Donc les éboueurs. Ensuite, les jeux. Donc on a développé les jeux en développant des aires de jeu qui étaient plus dirigées soit vers les petits-enfants, soit vers les pré-ados, soit vers les ados. Et du coup, on a pu gérer des aires de jeu de manière correcte. Pour être dans un mieux vivre ensemble, il faut quelque chose en plus. Le fait que les gens vont se dire ah oui, on veut mieux vivre ensemble parce qu'on a
tel territoire à protéger, tel territoire auquel on tient, tel territoire auquel on va pouvoir expliquer aux uns et aux autres pourquoi on est content d'y être. Si on n'a pas un discours sur le territoire, et quand on arrive à avoir un discours collectif sur le territoire collectif qui est la place, l'agora, le lieu où l'on cause, sans que les adolescents viennent vous menacer, parce que les adolescents, ils menacent quand les adultes disparaissent du territoire urbain. C'est-à-dire, ils commencent à faire les cons vraiment, à brûler les voitures, à faire les cons, etc., quand il n'y a plus un seul adulte sur le territoire urbain. Mais dès que les adultes reviennent sur le territoire urbain, les adolescents se calment, parce que ils disent ah bah oui, on est dans un lieu normal, et du coup on peut renouer avec eux avec une parole un peu plus respectueuse les uns les autres. Ce qui est beau est mieux entretenu, tient mieux, les gens le respectent, et c'est évident, c'est une évidence totale. Plus on fait du beau, plus ils aiment. Moins il y a de saleté, moins il y a de alors ça veut pas dire que là où c'est banal, ça soit plus difficile. Faut pas. Ce qui frappe dès que vous faites le tour, c'est la qualité esthétique des parties communes, des espaces, des bornes, etc. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas avoir une atmosphère collective qui soit une atmosphère joyeuse. Que si on veut bien vivre ensemble sur le territoire urbain, il faut avoir envie d'y être, il faut avoir envie de s'asseoir sur les bancs, il ne faut pas qu'il soit trop bas, il faut qu'éventuellement il se fasse face pour qu'on puisse causer entre nous, il faut qu'il soit propre, il ne faut pas qu'il y ait les échardes sur les bancs en bois. Donc la qualité, l'esthétique, elle est respirable, elle est évidente, tout le monde la voit et ça change tout. En gros, il y a trois moments. Il y a un, il faut qu'on fasse bien. Il faut qu'on fasse bien et que les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire que le locataire dit ah oui, c'est bien. Après, deux, mais ils disent ah oui, c'est bien, mais ça va pas rester bien. Donc il faut qu'on fasse rester bien. Voilà, c'est-à-dire il faut qu'on prouve que ce qu'on a fait est pérenne. Donc au bout de 6 mois, un an, on dit ah ouais, vous l'avez fait, on pensait qu'ils avaient tout cassé, ben non, ça tient. Et après, le troisième période, c'est qu'ils participent au fait que c'est bien. C'est-à-dire qu'ils disent ah oui, mais puis moi je les engueule hein, si jamais ils salissent parce que c'est bien, ça dure, il faut que ça dure. Voilà. Donc si on n'est pas sur ces trois étapes, on est mort. Donc il faut surveiller ces trois étapes. Il faut pouvoir mettre des gens sur le coup, aider à ce que ça se dise, ne pas hésiter à écouter la contradiction éventuellement en disant mais non, vous faites comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et bon, en rediscuter. On a besoin du rapport au locataire pour savoir ce qui va pas, et on essaie de modifier nos pratiques de manière à multiplier le lieu de rencontre.